J'ai eu des crises de violence verbale où j'ai dit des choses que... Maintenant, je suis horrifiée à l'idée de les avoir dites. Hein. Je me voyais sauter par la fenêtre, je me voyais me pendre. J'avais des persuasions physiques et des visions tellement fortes que j'étais obligé de m'attacher dans une baignoire. Je m'étais dit, je vais foncer dans l'arbre, sans ceinture, tout ça, et boum. Il existe une montagne russe dans laquelle embarquent malgré eux des millions de gens. Il existe une maladie, autrefois appelée psychose maniaco-dépressive, avec ses sommets et ses abysses, ses périodes d'exaltation intense et ses phases de profonde dépression. Une maladie fière de ses grands noms, Marilyn, Churchill, Napoléon, Schumann, Brando, De Gaulle. Une maladie que relaie Hollywood, des séries télé. Une maladie qui touche 1% de la population mondiale, 600 000 personnes en France, et qui projette ses victimes, les bipolaires, dans une dimension de grande souffrance. Architecte, décoratrice, graphiste, Marianne, 51 ans, divorcée, 2 enfants et bipolaire, a ressenti la maladie pour la première fois au détour d'une simple course. Alors là, je fais les courses tout à fait normalement, mais c'est pas toujours le cas. La première fois que je me suis retrouvée dans un supermarché complètement tétanisée, bloquée, c'était en Corse, c'était un été, j'arrivais, je venais de prendre le bateau, j'arrivais en famille avec mes enfants, c'était génial. Tout allait bien, enfin ça n'allait pas très bien depuis quelques mois, mais bon, je survivais et je suis arrivée dans le supermarché à Sartène. Et là, j'étais devant le rayon charcuterie et c'était impossible. Je ne pouvais rien acheter. Rien acheter, déjà parce que impossible de choisir, impossible de projeter ce qu'on va manger et impossible de dépenser de l'argent aussi, moi qui ne suis pas particulièrement radin. D'un coup, on est ruiné et je ne pouvais pas acheter 3 tranches de jambon pour mes enfants, c'était pas possible. Donc je suis repartie, j'ai pris la voiture avec beaucoup de mal parce que j'arrivais même plus à conduire. Et je suis arrivée, j'ai dit à mon mari que j'avais pas pu acheter à manger. Et là a commencé 15 jours absolument horribles où je ne dormais plus du tout. J'étais dans une insomnie totale, dans l'obsession totale de choses complètement sans importance, mais qui prenaient des proportions totalement délirantes la nuit. Et là, c'est la première fois où je me suis dit, je deviens folle, je deviens complètement folle. « 67 ans, retraitée, bipolaire, Denise a emménagé à Lille il y a 6 ans après la mort de son mari, en pleine connaissance d'une maladie qui la poursuit depuis l'enfance. Les premiers symptômes de sa bipolarité, Denise les a encore bien en tête. Ma première dépression, j'ai dû la faire, je vais avoir 10 ans et demi. C'est à la suite d'un déménagement qui m'a beaucoup stressée parce qu'on n'avait pas été prévenu du déménagement. Et c'était aussi à cette saison-ci. Les arbres étaient tristes, moi aussi. On est arrivé en pleine ville alors que je sortais de la campagne avec les bois, la Seine, où j'allais pêcher. C'est sur un banc comme ça que j'allais m'asseoir pour évacuer mes larmes en faisant bien attention, tournant la tête quand il y a quelqu'un qui passe à côté de moi, pour pas qu'on me voie pleurer. Parce que quand je pleurais chez moi, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Mon père ne comprenait pas et il pouvait devenir violent. Je n'avais pas intérêt à faire la moindre petite bêtise. Ça accentuait encore mon stress et ça accentuait encore la dépression. Et comme
Inconsciemment, je savais que j'évacue. Ben, je venais de me réfugier dans un jardin comme ça. Et là, je pleurais. Je pouvais pleurer pendant des heures. Psychiatre, auteur de nombreux livres consacrés à la bipolarité et tout récemment d'un manuel de psychoéducation, le docteur Christian Gay est l'un des grands spécialistes français de la maladie. On parle de troubles bipolaires pour en fait définir un ensemble de pathologies qui se caractérisent avant tout par des périodes de haut et des périodes de bas, avec un certain nombre de symptômes qui sont le plus souvent douloureux, en particulier dans les phases dépressives, et qui vont avoir des répercussions négatives dans la vie de tous les jours. La bipolarité donc, va se caractériser par une évolution très particulière, avec des montées et des descentes, un peu comme une balançoire, vous voyez. C'est en haut que les effets de la maladie sont le plus souvent spectaculaires. Hyperactivité, hypersexualité, compulsion d'achat. Comme embrasés par le soleil, les bipolaires ne s'interdisent plus rien. Yann Lema, photographe, a parcouru la Chine pendant 30 ans, à 2 doigts souvent de l'interdit, bancaire. J'ai accumulé tant d'objets toutes ces années. Beaucoup d'objets chinois, des tables, des armoires que j'achetais quand j'étais en phase maniaque. Je devais acheter des milliers de choses. Ma mère est venue me chercher dans un état lamentable. Elle a essayé de limiter les dégâts, mais j'ai acheté des lits, des armoires, des tables, des tableaux, des bibelots. J'ai acheté des tableaux par centaines que j'offrais à tout le monde. Et j'arrivais pas à dormir, il fallait que j'achète plein de choses. Bon, j'ai acheté des belles choses, à pas trop cher, qui valent plus cher maintenant, mais je suis débordé de souvenirs de phase maniaque. Je me rappelle d'une fois un marchand de livres qui me disait « Arrêtez, arrêtez, je ne vous vends plus de livres. De toute façon, votre voiture, elle est déjà pleine. Je ne vous vends plus de livres d'art. » J'achetais des centaines et des centaines de livres d'art à moitié prix. Et je ne regrette pas d'avoir acheté tout ça, mais c'était un état maniaque, quoi. Un état maniaque profond que je n'identifiais pas du tout à l'époque. Symptôme fréquent du bipolaire en état maniaque, la compulsion d'achat n'a pas non plus épargné Denise. Waouh! Oh, il y a trop de chocolat blanc. J'aime pas le chocolat blanc. Dans un premier temps, quand j'étais obligée de sortir, je laissais le chéquier, la carte de crédit dans l'appart, de façon à ne partir qu'avec le minimum dans le porte-monnaie. Comme ça, j'étais sûre de ne pas pouvoir acheter. Mais je pouvais acheter des chaussures, des vêtements. Mais le pire, c'était les livres. Ben, quand je n'allais pas bien, mes pas me menaient inexorablement dans une librairie. Et c'était là, dès que j'entrais, je ne me contrôlais plus. Je ne savais plus ce que je faisais. Il fallait que j'achète. Parce que tel livre me plaisait. L'autre livre, oh bah ça doit être intéressant. L'autre livre, oh bah c'est tel auteur qui l'a écrit, il paraît qu'il est bien. Et les rares moments où j'en avais conscience, là c'était encore plus horrible, parce que je me regardais, je me voyais faire, je ne pouvais pas m'en empêcher. Mais moi c'était surtout les livres d'histoire, et a priori l'Égypte et la Grèce ancienne. Dès que j'en voyais un... il fallait. Bon, celui-là, ah si, je l'avais, mais je ne le retrouve plus, alors je le rachetais. Je me suis retrouvée des fois avec 3 fois le même livre. Alors je l'achète pratiquement plus du tout maintenant. Que quand j'ai fini d'en lire un. J'en ai maximum 2 d'avance. Alors qu'avant, je pouvais en avoir 50, 60 d'avance. Et encore quand j'étais à peu près raisonnable. C'était vraiment une addiction. Vous en avez encore en stock? Non.
Bon, vous pouvez me le mettre de côté, parce que là, on n'a vraiment pas le temps, mais merci beaucoup. Quelqu'un qui est en état maniaque, quelqu'un qui fonctionne à 200 km/h. Il n'a plus de limite, il ne doute de rien, il a le sentiment d'être incassable, il est impitoyable et il va s'engager dans toutes sortes d'activités dans la mesure où il se considère comme le roi du monde. Nadège, 46 ans, est elle aussi bipolaire. Elle a vu son existence entrecoupée d'épisodes maniaques réguliers. Coiffeuse et mère de 2 filles, elle imposait un rythme de vie hors norme à sa famille. Les beaux jours arrivaient et puis à sortir, elle avait forcément elle avait des délires, hein, bien sûr. Hein, elle me levait à 4h du matin pour chanter au karaoké, en me disant viens chanter, viens chanter. Je lui disais mais non maman, demain matin je me lève, enfin je vais à l'école. Ah non, t'es trop intelligente, t'as pas besoin d'aller à l'école. Tu viens chanter. Enfin aujourd'hui on en rigole, ça nous fait rire, mais ça a été des moments où la nuit j'osais même pas descendre pour aller aux toilettes, parce que si elle m'entendait descendre, elle partait dans des conversations, elle refaisait le monde. Et du coup je dis non maman attends, je vais me coucher, je suis fatiguée. Bah voilà, tu t'en fous de ce que je raconte. Tu t'en fous de ce que je dis. Une nature excentrique a masqué durant longtemps les phases maniaques de Marianne aux yeux de ses amis. Des phases qui ont culminé jusqu'en 2010, année où Marianne a été diagnostiquée bipolaire. Quand tu as fait ta dépendaison de crémaillère à Garches, bon, on est venu avec mon mari, on était invités, bon, il y avait un monde fou dans la maison. Les gens se connaissaient pas. Et Marianne était derrière son comptoir, derrière sa cuisine. Et elle faisait de la cuisine dans tous les sens, de tous les côtés. J'étais à moitié nue. Oui, tu étais habillée de façon... J'étais quasiment nue sous un tablier que j'ai là, d'ailleurs. Un peu olé olé, oui, c'est vrai. Alors, il y avait à la fois ton mari qui passait récupérer les gosses, ton copain... J'étais nue avec des gants et ce tablier et juste une culotte et un soutien-gorge. Pour recevoir des amis, c'est chic. Surtout que j'avais, ce soir-là, décidé d'inviter des juifs religieux et des musulmans pour réunir. C'est là que tu m'as. C'est la première fois que ça m'a fait un peu peur. Quelque chose ne tournait pas rond, mais en même temps, c'était une fête avec des gens du spectacle, des gens très différents, où tout le monde buvait. J'avais le tablier et les gants panthère. Je trouvais que ça faisait la cuisinière hyper sexy. Voilà. J'étais comme ça. Je vous le rejoue. J'avais une perruque rose fuchsia. Et c'est là qu'on se dit, effectivement, après coup, mais on aurait dû se rendre compte que, mais non, en même temps, tu étais la superwoman qui arrive à tout faire, qui arrive à tout gérer. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire. La phase maniaque, je la ressens très forte dans 2 circonstances. La première, c'est la créativité. C'est comme si tout à coup, mon cerveau devient un puzzle qui s'imbrique. Et la deuxième chose, c'est dans la sexualité. C'est une sexualité qui est complètement différente, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, on se fond. Je suis plus moi, je suis la continuité du corps de l'homme. Et ça, c'est vraiment phase maniaque. Pour Gérard Garouste, artiste peintre de renom, marié, père de 2 enfants et bipolaire depuis 40 ans, la phase maniaque prenait une dimension encore plus importante et s'exprimait par de profonds délires. Un matin, j'avais rendez-vous avec une journaliste. Je devais aller chercher cette journaliste à la gare de Dreux. Et en allant la chercher à Dreux, tout d'un coup, ça y est, par association d'idées, d'images, je suis parti ailleurs et je pars vers Chartres. Sur la route de Chartres, je suis certaines voitures avec certains numéros de plaques numérologiques. Et puis à un moment donné, non, c'est pas une bonne indication. Tout d'un coup, je vois l'indication d'un cimetière, mais oui, bien sûr, il fallait que j'aille dans ce cimetière. Je prends un petit chemin, une petite route à droite, je me retrouve dans un cimetière, et dans ce cimetière, évidemment, que je cherchais ma tombe. Et je me retrouve du côté, je crois que c'est l'Eure, il me semble que c'est l'Eure, qui est en bas de Chartres, comme ça, la petite rivière charmante, comme ça, avec des petits pavillons. Et j'erre, comme ça, dans l'errance, comme ça. À un moment donné, je vois par terre un marteau, un grand marteau. Alors, c'est un signe, tout est signe. Donc, je prends ce marteau, et la première porte, je frappe à la porte,
Et je montre, il y a un monsieur qui m'ouvre la porte, je montre le marteau à ce monsieur, il me regarde, il ne dit pas un mot, il part, il revient avec une faucille, et tous les deux ont fait la faucille, le marteau, comme ça, et puis on s'est salué, et puis je suis reparti, lui il a fermé la porte, on ne s'est pas dit un mot, on a juste fait ça, et moi j'ai balancé le marteau. Mais avant d'halluciner, avant d'atteindre le plus haut point de l'épisode maniaque, le bipolaire connaît une montée que l'on appelle hypomanie. Il se retrouve alors en état d'hyperactivité. C'est exceptionnel. Les sens sont en éveil, les idées fusent dans tous les sens, les projets deviennent très clairs et c'est magique. C'est magique. Et c'est l'antichambre de la phase maniaque. C'est l'antichambre de la phase maniaque. C'est là où on commence à avoir des signes avant-coureurs de plus en plus forts, de plus en plus graves. C'est très agréable. C'est très agréable, à tel point que quand on est stabilisé, quand on va bien, on regrette ces états magiques. Tous les ans, je faisais une phase hypomaniaque. J'étais la plus forte du monde, je dormais plus, j'étais invulnérable, au-dessus des lois, dans l'hyperséduction, la sexualité est complètement débridée. On fait tout et n'importe quoi. Comme une confusion mentale aussi. Tout s'accélère et on a la sensation d'être... On le sait qu'on a un problème quand même. On est invulnérable, mais on sait que ça va très vite et qu'on ne contrôle rien. Après l'hypomanie, il y avait toujours un intervalle libre, on appelle ça. C'est-à-dire, on n'est ni en hypomanie, ni en dépression. On est normal. Pendant moi, ça durait 3 mois. Et après, hop, je reglissais dans la dépression. À la montée succède la descente. Au sentiment de toute puissance, la perte de confiance en soi. Denise a exercé de multiples métiers, ouvrière textile, soudeuse. Une vie riche en expériences qui ne lui a pourtant pas enseigné l'art de s'aimer. Je suis tellement complexée par mon apparence que j'ai peur d'en rajouter. C'est dû en partie aux médicaments et dû aussi à l'hyperphagie. C'est que j'ai au moins 20 kilos en trop et je ne me supporte pas. Je me regarde rarement dans un miroir. Le matin, je fais ma toilette, je me coiffe et c'est rare que je retourne dans la salle d'eau, à part pour me laver les mains et encore là, je n'ai pas besoin d'allumer. Moi, je me vois et mieux je me porte. Je me considérais carrément comme une sous-merde. Mais j'ai retrouvé une énorme confiance en moi. Sinon, je ne serais pas là à parler. C'est un terme poétique qui désigne le stade le plus violent de la dépression, mélancolie profonde. Quand on parle de mélancolie, on fait essentiellement référence à des pathologies dépressives très sévères, le plus souvent délirantes, avec des idées d'indignité, de ruine, de culpabilité, de dévalorisation. La mélancolie est une urgence, je dirais, c'est une pathologie extrêmement grave, avec un risque suicidaire qui est au premier plan. Une personne sur 2 touchée par le trouble tente de se suicider. Et selon les études, 5 à 15% des bipolaires réussissent leur suicide. De la Chine à la Touraine et ses caves troglodytes, Yann a survécu à ses envies mortifères. Je souhaite à personne de connaître la mélancolie profonde, ces hallucinations physiques, ces perceptions terribles qu'est la mort permanente, la mort à l'âme, la mort dans les idées à chaque instant, des visions terribles, des visions atroces qui rongent, qui bouffent la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est insupportable, c'est insupportable. J'ai connu la mélancolie en 2005 et pourtant j'avais tout pour être heureux à l'époque. J'avais une exposition de mes photographies sur les grilles du Jardin du Luxembourg au Sénat. 20 ans de portraits de la Chine, avec un livre aux éditions de La Martinière qui marchait vraiment bien. J'avais une vie amoureuse, j'avais tout, j'avais de l'argent, j'avais un appartement. Et j'ai passé mes journées, ça a duré plus de 3 semaines de mélancolie profonde, où j'avais des hallucinations suicidaires tellement fortes que je passais tout mon temps, jour et nuit,
où je m'attachais avec une ceinture les pieds au fond de ma baignoire, avec une couette, je me pissais dessus, et je voulais pas bouger, je voulais pas que ces hallucinations suicidaires qui étaient tellement fortes m'emportent. Je voulais pas me jeter par la fenêtre, je voulais pas me pendre, je voulais pas me couper les veines. Et je résistais, je hurlais de douleur, à tel point que les voisins tapaient contre le mur en demandant d'arrêter. Attaché au fond de ma baignoire, je me disais, finalement, la vie, c'est une seconde après une seconde, après une seconde, après une seconde. Il faut que je tienne. Encore une seconde, ça va passer, ça va passer. Et ça a mis 3 semaines, 1 mois à passer. Heureusement, à cette époque, ma mère est venue s'occuper de moi. Heureusement, pendant 3 semaines, elle m'a nourri avec une petite cuillère des pots de bébé. Elle savait, elle avait lu les livres, donc elle comprenait ma souffrance. Allez, mon gros bébé. Allez. Là, à ce moment-là, la maman fait abstraction d'elle-même. Elle est juste centrée sur son enfant. Hein. Je savais que c'était cyclique, que ça allait revenir, Donc, j'attendais la prochaine crise, avec angoisse, parce que j'avais toujours peur du suicide. C'est dur à vivre. C'est dur à vivre. Là, disons que je passais bien souvent des nuits blanches. J'en ai fait un ulcère à l'estomac. Mais bon, disons que il fallait le faire. Pour moi, c'était vraiment une maladie. À cause de ces livres que j'ai lus. Qui m'ont vraiment, disons, touchée. Et j'ai compris mon fils. Mon mari, ça a toujours été un déni. Puis alors après, il est tombé, lui, vraiment malade. Pendant 5 ans, il a souffert le martyre avant de décéder. Donc, il avait à s'occuper, lui, de sa souffrance. Mais il n'a jamais accepté la maladie de son fils. Il n'a jamais accepté. Pour lui, c'était de la comédie. C'était un enfant adorable, qu'on pouvait emmener partout. Tu t'intéressais à tout, t'en faisais qu'à ta tête. Il disait toujours « oui, maman ». Puis il faisait tous ses coups en douce. Il avait bien compris qu'en disant « oui », on n'avait pas de problème. « Oui, maman, va te faire foutre ». Oui. Bon, enfin, je souffle maintenant. Je souffle. Oh, ça fait déjà plusieurs années que je respire. Oui. Ah oui. Ah, c'était vraiment l'angoisse. Hein. Maintenant, je me rattrape. Je suis heureuse maintenant. Oui. C'est good, bébé, c'est good. Ça, c'est chaud. Te brûle pas, hein. Attends. T'inquiète, je gère. Nadège et ses filles ont également vécu dans la crainte de l'irréparable. Mais pourquoi t'as mis la mayonnaise? Il y a eu des moments difficiles de souffrance et de peur de la perdre. Oui, quand elle a fait sa tentative de suicide. Ça a été... Là, on se dit, là, il y a vraiment un problème. Tu disais, j'ai envie de... Je souffre trop. Voilà, c'est ça. Je souffre trop et j'ai envie de mourir. Et quand on se disait, j'ai envie de mourir... c'était pas possible. J'ai pas le souvenir du tout de l'avoir dit. Si tu le disais. Tu le disais quand vraiment t'étais en souffrance, oui, tu le disais, j'ai envie de mourir. Oui, tu l'as dit. Moi, je me disais, on est là, donc elle fera pas. On est là... Mais ça, c'est pas faux. Si j'avais pas eu mes filles, je serais pas en train de vous parler. C'est une certitude. Je serais passée à l'acte bien avant. Et quand elles étaient toutes petites, ma première dépression, j'avais 25 ans, donc elles avaient... 3 ans et 1 an et demi, j'avais qu'une idée en tête, c'était de me tuer, mais les tuer aussi. Je ne serais pas partie toute seule. C'était pas possible.
Quand je vois des cas comme ça, dans les faits divers, où la maman tue les bébés et les enfants avant de se tuer, mais je comprends complètement ça, cette souffrance-là. Et j'avais des idées comme ça, où je me disais, je vais les endormir avant de les tuer, et je vais me tuer après, je vais les emmener avec moi, enfin... L'idée de la mort, elle m'a jamais quittée, quoi, en fait. Jusqu'au lithium. C'était un geste d'amour? Ah ben oui. C'était de les amener avec moi. Tu ne voyais pas partir sans moi? Non, parce qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi, dans mon esprit. Des bébés sans leur maman, c'est pas possible, quoi. Je partais avec la chair de ma chair, quoi, avec mes bébés. C'est vrai qu'en même temps, dans ces moments de vide, c'est à la fois vide, mais c'est à la fois essentiel. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais en même temps, on a l'impression d'arriver à une vision extrêmement juste du sens de la vie, à savoir qu'il n'y en a pas. Donc, on peut arrêter. On évoque 3 causes qui déclencheraient la bipolarité. Un événement traumatisant relié à l'enfance, le stress de l'environnement social et l'hérédité. Denise, elle, a connu les 3, des parents bipolaires, une enfance compliquée, le rejet social. Elle anime désormais dans le nord de la France l'association Étoile Bipolaire et organise des groupes de parole. Moi, je suis Denise, je suis présidente. Je peux dire que je suis bipolaire de naissance, avec des parents bipolaires, des enfants bipolaires, que ça peut être génétique, mais pas systématiquement, et que chacun a son vécu. Moi, j'ai 33 ans. Je suis dans le transport, je suis chef d'entreprise, j'ai des horaires très difficiles, je dors pas beaucoup la nuit. Et en fait, je répète les plombs, carrément, on peut le dire. Je vais pas bien du tout. J'ai envie de me dire, pourquoi pas en arrêter là, parce que je fais souffrir tout le monde. J'ai 57 ans. J'ai été dépisté vers l'âge de 30 ans. Je pensais m'être sorti d'affaires il y a quelque temps. Or, je l'ai encore passé 14 mois à l'hôpital. Et je m'accroche parce que moi, j'ai pas beaucoup d'attaches autour de moi. Mes enfants m'ont renié. Donc, c'est plutôt difficile à comprendre et à vivre. Moi, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai été diagnostiqué bipolaire à 51 ans, il y a 2 ans. Puis j'étais vraiment tombé très bas avec des idées suicidaires, alcoolisme caché. Donc j'étais hospitalisé. C'est une maladie grave et potentiellement, j'ai compris, très dangereuse. Moi, j'ai été diagnostiqué bipolaire en 2013, mais une bipolarité avec beaucoup plus d'état de tristesse que d'euphorie. J'ai dans ma famille 3 personnes qui sont bipolaires. Et je refusais quelque part de l'être moi aussi. À partir du moment où les gens ont un statut social, alors là, c'est blackout total. Déjà, ils ne veulent pas admettre, ils ne veulent pas que ça se sache. J'ai un copain qui m'avait dit, tu sais, quand t'es malade, tu prends des médocs. C'était logique pour lui, mais moi, je me sentais pas malade. Si les bipolaires sont traités tout de suite, ils peuvent mener une vie normale, éviter les hospitalisations, éviter des drames. Oui, mais une vie normale avec une vie monotone. Non, pas du tout. Parce que moi, je n'ai pas du tout une vie monotone. Hein. Alors ça... Non. C'est une réflexion de bipolaire. Non. La vie de bipolaire, c'est ça. Tu vois ? Des grands hauts, des grands bas. Plus tu as la montée, tu as la descente pareil. Hein. Et quand tu es traité, c'est ça. Tu as toujours des hauts, des bas. Je me rends compte qu'effectivement, je suis un peu plus comme ça, mais quand j'ai pas de sommeil, jamais comme ça, hein. Je suis quand même vachement comme ça, quoi. Quand elle n'est pas soignée, la bipolarité est un handicap. C'est une maladie qui est hautement invalidante et c'est la 6e cause de handicap dans le monde et les personnes qui ont des troubles bipolaires ont d'énormes difficultés à s'intégrer socialement, professionnellement, familialement. Donc il y a un taux de divorce très élevé ou de célibat très élevé chez les personnes qui ont des troubles bipolaires et il y a une altération de la qualité de vie qui est majeure. Mais ça, parce que j'ai pas de l'envers.
Le bipolaire, en décalé de la vie, fait aussi souffrir son entourage. Suite à la séparation de mes parents, il y a eu des difficultés financières. Et c'était manger ou payer les factures. Ouais, on a vite fait le choix. 6 mois sans électricité, 1 an et demi sans gaz. Donc on dormait en manteau, on faisait des dîners aux chandelles. Avec des grandes gamelles d'eau. Avec des grandes gamelles, on faisait chauffer l'eau. C'était plus rigolo quand j'avais des phases hypomaniaques, quoi. Parce que là, c'était la belle vie, là. Elle traînait partout. Ouais. Elle voulait toujours aller partout. Elle voulait déménager aussi. Tous les ans, elle voulait déménager. Tous les ans, on faisait nos cartons. Hein. C'était sûr qu'on partait. Puis bon, tout compte fait, on partait. Après, la chute arrivait. Tout compte fait, on partait pas. Donc, tous les projets que j'avais, il y en avait qui n'étaient pas inconsidérés, hein, finalement. Pas tant que ça. On peut jamais les faire, quoi. On peut jamais... Parce que le down arrive derrière. On va se coucher, donc on peut rien faire. J'arrivais pas à faire mon ménage, j'arrivais pas à élever mes enfants correctement. J'avais des périodes où je sortais pas du lit, du tout, juste pour faire mes besoins. Et encore, il y a même eu une période où c'est mes enfants, qui étaient à l'époque âgés de 8 à 12 ans, qui m'ont fait à manger. J'étais incapable de faire à manger. Alors bon, imaginez, les pauvres enfants étaient obligés de faire des choses comme ça à cet âge-là. Je me rends compte que je leur ai gâché la vie, hein. Je leur ai gâché leur jeunesse. Bon, je sais, c'était pas de ma faute, mais en attendant, je l'ai fait. J'ai fait des choses que j'aurais jamais pu faire. Moi, je me souviens, justement, un mot de travers. Mon mari, on lui avait offert, ses collègues de travail, lui avait offert un cendrier qui était fait dans un piston de camion, un truc en fonte, extrêmement lourd. Comment j'ai fait, je ne sais pas, parce que j'ai réessayé après, j'ai les mains trop petites. Je l'ai attrapé d'une main et je l'ai visé. Et si je ne l'ai pas fait, c'est parce que, mince, je vais casser mes vitres. Il y avait une porte-fenêtre derrière et j'ai eu peur de casser mes vitres. La notion de mort, de tout ça, c'était complètement occulté. Mais après, quand j'ai réalisé ce que j'avais failli faire, mais j'ai failli me ficher en l'air. Parce que c'est pas possible que je vienne comme ça, je suis complètement folle, il n'y a plus rien à tirer de moi. Quand mon fils avait 12 ans, il me cherchait, il pensait que j'étais perdu, parce que j'habite à la campagne, il pensait que j'étais perdu dans la forêt. Et mon fils qui disait, bon, on va retrouver papa, tu sais, il aime les arbres, alors il partait dans la forêt en cherchant son père. Moi, j'étais complètement bouleversée, bien sûr. Je dormais pas, j'étais avec mon téléphone sur mon lit et j'attendais des nouvelles, voilà, jusqu'au jour où l'hôpital m'a appelée. Une année, il y avait une pression contre moi pour que j'aille à l'hôpital. Et je ne voulais pas, évidemment, aller à l'hôpital. Et à un moment donné, j'ai dit à mes enfants, si vous voulez que j'aille à l'hôpital, je vais, mais c'est sous votre responsabilité. Donc j'étais culpabilisé, mes enfants, à mort, parce que c'était à eux de prendre la décision. Et c'est mes enfants qui ont appelé les flics, et on est partis tous dans le car, et on s'est retrouvés à Sainte-Anne. Alors, je t'ai préparé, pour nous rappeler nos voyages en Asie, du bœuf au gingembre et à la citronnelle. Fils cadet de Marianne, Ulysse, 13 ans, n'a pas eu à appeler les flics. Mais il se souvient des électrochocs imposés à sa mère, remède souvent efficace pour contrer l'envie de suicide. Je me suis vraiment rendu compte qu'elle était vraiment malade quand elle est allée dans une maison de repos, comme elle dit. Où les gens sont vraiment malades et qu'ils prennent des médicaments, ils sont sous le contrôle des médecins. Il y a eu les électrochocs aussi, tout ça. Mais les électrochocs, ça lui a fait des pertes de mémoire, enfin des petits trous. Complet même. Complet. Voilà. Les électrochocs, ça efface complètement les repères spatio-temporels. Donc je suis sortie, je n'étais plus capable de conduire dans Paris. Le plan de Paris s'était effacé. Je suis rentrée à la maison, je ne savais plus où étaient les interrupteurs. Il y a des choses qui sont revenues, mais il y a des choses qui sont totalement effacées. Par exemple, qu'il ne faut pas manger du chocolat pour grossir.
pour pas grossir. Ou mon anniversaire. Ah oui, ton anniversaire. Bon, celle-là, on va me la ressortir pendant 20 ans d'avoir oublié un anniversaire. C'est pas grave, je t'ai dit que je t'en voulais pas. Bon, au final, c'est un anniversaire, je m'en foutais un petit peu sur les bords. En rupture avec son entourage proche, le bipolaire a également du mal à gérer son rapport à la société tout entière. Le moindre acte social peut s'avérer très compliqué. Ouvrir une lettre, c'est un acte... C'est très angoissant pour moi. Même ma fille, elle ouvre son courrier, elle. Moi, non. Ou je m'imagine le pire. Une facture que je vais pas pouvoir payer. Là, c'est mon bailleur. Bon, lui, c'est des quittances. La banque. J'aime pas non plus. Enfin, tout ce que... Ça, personne n'aime. Mais moi, c'est pire, quoi. Personne n'aime ouvrir les factures. Mais moi, je les ouvre pas du tout. Pour tout le monde, déménager est une source de stress, mais encore plus pour une personne atteinte de bipolarité. Denise a 1 semaine pour finir ses cartons. Et ben voilà, je commence à stresser, je sais pas quoi emballer d'abord. J'ai commencé un petit peu tout, je commence à paniquer un peu. Alors je commence un truc, je finis pas. Bon, si je prenais des journaux, non, j'ai pas. Si, j'ai fait les verres. Non, j'ai pas fait les verres. Je suis pas douée. J'ai peur que ça soit pas prêt à temps. T'énerve pas, ça va passer. Ça m'énerve de... Et puis j'ai peur de casser. Et puis j'ai peur de pas que ça soit pas prêt à temps. Je sais jamais par quoi commencer. Quand je commence quelque chose. Hop. Et chaque fois je fais la même bêtise. Ça c'est quand je m'énerve. On va doucement. Et se dire en plus, est-ce que je serai bien là-bas? Qu'est-ce que je vais avoir comme voisin? Est-ce que je vais pas me retrouver encore toute seule? Voilà, 3 fois fait et 3 fois différemment. Oh, trop petit. Hop. La maladie ajoute le stress justement de quitter ses habitudes. Parce que ce qui aide à aller mieux un bipolaire, c'est d'avoir une vie relativement stable et de ne pas faire de trop gros changements dans sa vie. Voilà, je crois que j'ai trouvé le truc. Voilà. Mais c'est au monde du travail que le bipolaire, la plupart du temps, se heurte avec fracas. La difficulté à se montrer soi-même performant, allant de pair avec le regard soupçonneux des autres. Certains trouvent une solution, d'autres pas. Et la prise au niveau du lit... Ouais, on va la mettre ici alors. Là, voilà. 70. Vous décalez un poil, mais il est possible qu'on gagne 10 cm là-bas. D'accord. D'abord, moi, j'ai la chance d'être indépendante. Donc j'ai la chance de pouvoir m'arrêter complètement et de ne pas me faire virer. J'ai des gens qui m'aident énormément à tenir. J'ai des clients très sympathiques qui comprennent aussi. Donc pour moi, c'est gérable, oui. Comme tous les bipolaires, j'ai souvent été exclu dans mes rapports avec les gens professionnellement, avec les magazines, avec les producteurs, par un comportement bizarre, par un comportement irrégulier, par des phases de dépression où la mélancolie ou la déprime transpirait beaucoup trop au-delà des mots. L'humeur parle beaucoup plus que les mots,
en général. Ça m'est arrivé très souvent de faire un bon reportage, bien réussi, mais d'être tellement déprimé que j'étais incapable de le vendre, de le faire comprendre. Je ne faisais que détruire mon propre travail. Plus d'une fois sur deux, la maladie démarre par une dépression. Le lit devient alors le lieu essentiel de la bipolarité et un espace dont on est prisonnier. Ah, il est merveilleux. Merveilleux, je l'adore, mais ça prend de la place, un lit comme ça. Le lit de la souffrance, quand même. Hein. Des années de dépression. Le lit, c'est le refuge, c'est le cocon. C'est le lieu où on s'extrait du monde. Et en même temps, c'est le lieu de toutes les angoisses. Ce qui me reste des périodes dépressives de plus douloureux, c'est le lever du soleil. Quand je vois la nuit, j'ai un répit. La journée est terminée, je me couche, j'ai un répit. Je n'ai pas à me battre contre la paralysie qui m'envahit. Quand le jour se lève, je suis complètement terrorisée. C'est horrible, quoi. Je regarde l'heure, je me réveille vers 4 heures et je me dis, il me reste encore une demi-heure, encore une heure avant que le soleil ne se lève et qu'il faille recommencer le combat pour traverser cette journée. Et le combat pour traverser quoi? C'est en fait traverser, pour moi, le vide. Le lit de l'hôpital également. À la clinique de l'humeur de Quimperlé, en Bretagne, on s'emploie à ce qu'il ne soit pas le lieu de toutes les douleurs. Dans l'espace dédié aux soins des bipolaires, on décline le bien-être, ateliers de peinture et séances de méditation. La méditation, un traitement à l'importance croissante qui donne aux bipolaires calme et équilibre. Commencez simplement à accueillir de la détente en vous, du calme. Je redresse la tête, exprimant une position de dignité intérieure et extérieure. J'ai conscience des zones de tension éventuelles dans mon corps, liées à mon histoire. À chaque fois que mon attention dérive vers une pensée, une émotion ou une impression corporelle, je le note simplement, sans jugement, avec bienveillance envers moi-même. Soigné, le bipolaire renaît. Il a besoin pour cela d'un médicament, le lithium notamment, qui traite actuellement un bipolaire sur 2. Le lithium, un produit naturel, un métal, un remède peu coûteux, un régulateur d'humeur qui a sauvé des milliers de personnes. Voilà, ça c'est du lithium. J'en prends 2 par jour. Ça m'a au départ quand même un peu écrasée, je dirais. Je sais pas, je me sentais pas créative. Voilà, j'étais encéphalogramme plat. Mais petit à petit, l'effet se dissipe. Et en ce qui me concerne, en tout cas, je me suis retrouvée en quelques mois dans un état quasi normal. On peut dire quasi parce que dans des moments où je devrais vraiment un peu criser, comme hier soir avec mes enfants, je me rends compte que je reste toujours un peu extérieure aux situations. Et ça, je pense que c'est l'effet du lithium. On est un peu spectateur de sa vie.
Il y a des effets secondaires à la prise du lithium, en dehors de la prise de poids, bon, qui est problématique, mais il y a des choses plus graves. Par exemple, il y a des risques d'insuffisance rénale dans le temps. Depuis que je suis sous lithium, je me suis plus jamais retrouvée un an pétrifiée au fond de mon lit, ni en pleine bourre à dépenser mon argent à n'importe quoi et avec n'importe qui. Donc voilà, pour moi, ça m'a sauvée, c'est clair. Aux médicaments s'ajoute tout ce qui peut améliorer le quotidien du bipolaire. L'amour de son entourage, l'aide de forums internet de qualité et les séances de psychoéducation qui permettent aux malades de mieux connaître leur maladie. Il y a une chose quand même qui est assez particulière. Le maniaque est impitoyable alors que le déprimé est pitoyable. Et ça, cet élément de impitoyable, c'est l'un des signes assez caractéristiques. Vous avez le souvenir d'avoir été impitoyable dans des périodes... Tracassant. Tracassant. Impitoyable, ouais, très dur. Voire le mépris. Oui, vous non. Ça dépend parce que moi, quand j'étais en accélération, j'étais dans un amour complètement... de l'autre. De l'autre décuplé, quoi. Un amour démesuré. Mm. Le seul point commun que j'ai retrouvé entre tous les patients touchés par un trouble bipolaire, eh bien, en commun, l'hypersensibilité, l'affectivité, l'originalité, la créativité, l'authenticité, la spontanéité et la générosité. Tous. À côté de ça, on est quand même tous très différents. Prendre soin de soi, c'est quelque chose qu'on ne nous a jamais appris à l'école. On ne sait pas ce que c'est que prendre soin de soi. Mais prendre soin de soi, c'est pas uniquement de se couper les ongles le matin et puis de ne pas boire d'alcool ou de ne pas fumer. C'est autre chose, c'est déjà de travailler, d'être bienveillant par rapport à soi-même. Et aujourd'hui, on insiste beaucoup sur cette notion d'être son meilleur ami. Comment aborder le premier jour du reste de sa vie? Comment faire face à une maladie qui ne vous quittera jamais? Y a-t-il une vie après la maniaco-dépression? Il y a des choses que je contrôle et je sais que je peux complètement aussi, tout d'un coup, pour X raisons, partir comme ça et ne plus être prudent. L'euphorie chez moi est inquiétante. De me réveiller un matin trop guilleret en voyant la si belle nature. J'habite en Normandie, les arbres sont très beaux. Il faut qu'ils soient beaux, mais pas trop non plus. S'ils deviennent trop beaux, c'est inquiétant. La pathologie, elle existe. Elle est incontournable, on le sait, on l'aura jusqu'à la fin de nos jours. En fait, moi, c'est comme ça que je m'en sors en ce moment. Je sens que je descends, j'appelle mon psychiatre. Je sens que je monte, j'appelle mon psychiatre. De toute façon, c'est une maladie mentale qui est... Puis comme elle me le dit souvent, c'est juste un problème de connexion. C'est des informations qui remontent pas bien au cerveau. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Mais bon... C'est pas non plus la mort. Qu'est-ce que je suis heureux d'être stabilisé maintenant, de retrouver une vie affective, une vie de famille avec ma femme. J'ai échappé à des tentatives de suicide, à l'enfer pendant 8 ans pour trouver le bon régulateur, mais je m'en suis sorti et aujourd'hui j'ai une vie normale. Bien sûr, il n'y a plus les envolées comme avant, les projets délirants. Ça me manque, comme disait Richard Gere dans Mr. Jones, Léo me manque. Mais c'est tellement mieux d'être stabilisé, comme guéri, quoi. C'est sûr qu'elle a changé. Depuis que tu es diagnostiquée bipolaire, bah oui. Elle a changé. Et il a fallu se réadapter à cette nouvelle maman. Enfin, c'était une nouvelle mère, en fait, avec qui on devait reprendre des repères. Et tout le monde, petit à petit, a repris sa place, en fait. Et moi, j'étais un peu paumée parce qu'il a fallu que je redevienne leur maman, quoi. Ça a été compliqué. Aujourd'hui, ça va. Oui. Aujourd'hui, j'en souffre plus. Enfin, j'en souffre plus. Voilà, c'est plus un fardeau, quoi. C'est plus un boulet qu'on traîne derrière nous tous les jours.
Aujourd'hui, c'est une force. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est une force. Voilà. Je laisse tout le passé de bipolaire derrière moi. Je sais que j'ai un petit truc, qu'il faut que je me soigne et que là, tout ira bien. Alors, moi qui voulais mourir, qui a voulu mourir pendant tellement d'années, maintenant je trouve que la vie est belle. Je fais des projets de voyage, des projets à long terme, alors qu'avant je n'osais pas imaginer la semaine qui venait, ni même le lendemain. Et voilà. Encore un truc de fini qui va rester derrière. C'est la vie qui commence.